Et donc je m'en souviens, mais je ne l'ai pas relu depuis. J'espérais réentendre les poèmes que j'avais lus. Mais j'en avais fait une petite chronique pour la revue Reflet, qui est la revue de l'Association royale des écrivains et artistes de Wallonie. Alors je vous propose peut-être de lire cette chronique comme introduction. Comme ça, moi, ça va me remettre dedans aussi. Donc le recueil s'appelle « Aujourd'hui ma table ». Alors c'est vraiment un titre qui est tout à fait concret et qui colle tout à fait bien avec le contenu du recueil. Alors c'est un recueil au niveau de l'écriture, comme je l'ai dit déjà en introduction là tout à l'heure, qui témoigne d'un travail rigoureux d'écriture. Enfin, c'est vraiment, chaque mot est pesé, est pensé, est vraiment à sa place. Il y a beaucoup de métaphores, des allitérations nombreuses, des fins jeux de mots, ça vraiment, il y en a presque à toutes les lignes, mais qui sont donc agencés avec une grande maîtrise. Je ne vais pas lire celui que j'avais mis puisqu'on va faire des lectures. D'accord. Alors au niveau du sujet, c'est un peu un dialogue avec la table. C'est une table qui parle, c'est une table qui a sa vie propre. Et c'est l'occasion pour l'auteur de faire des réflexions de vie, de donner des souvenirs, des images qui en entraînent d'autres. Il y a de la sensualité aussi avec cette table, on en lira l'un ou l'autre, une touche de surréalisme parfois. On retrouve un peu tout ça, dis-je là-dedans, dans les textes de Jean-Luc Godard qui met en scène la table, donc celle où on mange, celle où l'on écrit, et celle qui parfois fait table rase de tout. C'est ça. C'est ça, oui, tout à fait. Donc la table est personnifiée, comme je l'ai dit, elle fume, on va voir quand on va lire certaines choses, elle fume, elle envie la chaise qui est en face d'elle, elle s'envole, la table aussi parfois s'énerve, somnole, se venge, se pâme, pleure, piaffe, etc. Donc elle semble vivre sa vie propre, mais bien sûr, sont intimement liés à ses états d'âme de table et à son histoire, ceux du jeu qui est dans le recueil, qui est oui. l'auteur. Bon, là, il y a tout un poème qu'on va pas lire maintenant. Oui, j'en aimais bien un, je vais peut-être le lire, parce que j'avais conclu en disant « Je retiendrai particulièrement ce poème court et simple, qui révèle à lui seul l'âme du poème et ses doutes permanents, qui pourtant ne l'empêchent jamais de poursuivre son travail et d'avancer. » Alors ce poème, c'est celui-ci. « Ma table aujourd'hui me rappelle ses feuilles, les miennes, leur peu de voilure, mes pliures sont d'encres océanes. » Très joli poème. Merci beaucoup. Alors, vous aviez prévu d'en lire un certain nombre. Moi, il y en a 2-3 que j'ai revus, que j'aimerais bien. Je propose que vous lisiez. En tout cas, merci beaucoup pour cette analyse. Et si vous avez des réflexions sur en plus pour compléter la démarche que vous avez voulu faire, le but, pourquoi? En fait, on pourrait quand même demander comme question, mais d'où vous vient l'idée? C'est assis à votre table en écrivant? Oui, alors que bizarrement... Et quelle table d'abord? D'abord, quel genre de table? Je n'écris plus à une table, donc c'est d'autant plus paradoxal. Mais pourquoi alors penser à... Parce que la table est un objet, on dirait un objet utilitaire, usuel, fidèle, mais dont on ne tient pas grand compte. Et donc je voulais réhabiliter un petit peu cette table qui, dans l'univers du poète, a beaucoup d'importance. Il y a la table, il y a le poète, et il y a le travail de l'écriture, et il y a l'aimer. Et tout ça, au niveau de l'inconscient, du subconscient du poète, tout ça se mélange un peu. Et c'est la table où on fait tout. Oui, exactement, oui. Oui. Et donc la table, en fait, quand le poète arrive à la table, c'est une table imaginaire, en fait. Oui. Probablement qu'il transpose ses sentiments, ce qu'il a vécu à cette table. Oui, c'est bien comme ça qu'on... Oui. On va lire quelques poèmes pour Merci. illustrer tout ce qu'on a dit. Aujourd'hui, ma table s'amarre.
Non qu'elle soit lasse d'y voyage. La corde se sauve dans le nœud. Ceux du poème cristallisent la mer perdue, la promise, les constellations, nos désirs, nos aspirations, nos passions. Aujourd'hui, ma table est bleue, bleue de tout ce qui reste à boire, à méditer. Il faut du temps pour exorciser les nuages, tailler nos amulettes, pactiser avec tous les maux. Aujourd'hui, ma table a choisi le cristal, assumer tout le poids du plomb, s'en remettre au feu, au souffle, translucide et lucide. J'irise, j'irrigue la lumière. Aujourd'hui, ma table flambe, couve le feu en la veine, brûle d'amour. Serais-je sourd? Ces cendres pour enflammer le papier, alors qu'elle se bat pour moi, ne bat que pour moi. Aujourd'hui, ivre est ma table, et sans promesse de livre. Je ne suis pas encore l'arpenteur qui mesure à l'aune de son cœur. Mesurer les mots, mâle géométrie du sens. Elle les caresse, les réveille. Sous ses doigts, ils fleurissent, enivrent. Voilà, j'ai fini. Bon, moi, il y en avait certains dont je me souvenais que j'avais envie de lire. Il y en a un que je vais lire et ceux qui me connaissent comprendront pourquoi je lis celui-là. Ah d'accord. Aujourd'hui, ma table miaule et me rend l'Égypte, Cléopâtre et Néfertiti. On épouse une rivière, on parie sur le Nil. On épouse une rizière, allégeance à la pyramide, à la féline oasis. Alors le suivant, aujourd'hui, je n'ai pas répété. Aujourd'hui, ma table chavire, l'encre détache le curare, rempoissonne le vernis, démasque la cire, patine de nouveaux départs. Je me souviens de celui-là. Il y a ces jeux de mots et ces allitérations dont je parlais. Aujourd'hui, ma table se retable, triptyque issu du livre de sa plurielle lecture, à travers le bois, la voie d'Icare, le chemin. Et celui-ci qui me paraît être un petit peu synthétiser un peu le si vous êtes d'accord. Oui, de toute façon. Aujourd'hui, ma table me parle d'une de ses vies, de toutes ses vies. Ce qu'elle porte, la transporte, ne retranscrirait aucune bribe, ne fouillerait aucun souvenir. Comment partager sans diviser, sans trahir, indice de l'indicible, mes mots échafaudent une autre vie. Bon, maintenant on pourrait peut-être parler de vous en général, peut-être pour, à moins que vous vouliez encore dire autre chose sur ce recueil. On ne va peut-être pas tout lire, comme ça les gens auront envie de découvrir ce que la table fait d'autre que tout ça. Alors, ce n'est pas votre premier recueil, bien sûr. Non. Mais j'ai écrit celui-ci après un silence d'une 30aine d'années. D'accord. Donc... Et avant, c'était de la poésie aussi ? C'était de la poésie aussi. J'ai fait quelques nouvelles sur demande, mais très peu.
Je me sens bien. Enfin, la poésie vient spontanément, c'est un petit peu le souffle. Oui, la façon de s'exprimer naturelle. Qui vient naturellement, oui. Et donc, je crois que c'était en 91, j'avais écrit L'âme Sénos. Et après cela, on a eu un petit problème au niveau professionnel. Notre fille entrait à l'université, voulait faire des études de pilote. Il fallait nourrir la famille. Et donc, j'ai un peu tari l'inspiration, volontairement, pour deux raisons. Pour des raisons purement d'argent, financières, mais aussi parce que j'étais un peu absent au niveau du couple. Un poète vit un peu dans sa bulle. Dans sa bulle, oui. Et au bout d'un certain temps... On est là sans être voilà, là, quoi. Je suis là sans... Je dis, je ne peux pas continuer comme ça. J'ai une vie de couple, il faut... Et j'ai décidé d'arrêter, en fait. Mais finalement, l'inspiration, bon, ça disparaît. Ça devait être difficile, quand même. Disparaît, comme choix, mais c'était un choix qui me semblait... Bon, après L'âme Sénos, j'étais aussi arrivé peut-être une sorte de palier. On a besoin de silence, de toute façon. Voilà, exactement. J'avais parcouru, j'allais dire un parcours, j'avais parcouru une certaine distance en poésie et peut-être aussi que je ne voyais pas très bien où j'allais. Mais ici, maintenant, on a déménagé, on a quitté Spa. Moi, je suis né à Spa, je crois comme Evelyne. Je suis né à Visé, pardon. Mais j'ai vécu à Spa très longtemps. Mon papa est né à Spa. Et on est revenu ici à Visé pour être près de mes parents. Et le 1er décembre donc 2019, nous avons déménagé. Et ici, en juillet 2022, Aujourd'hui ma table naissait. Et je n'ai pas cherché un éditeur, je voulais absolument que ça sorte tout de suite, pour me rassurer aussi. Parce que vous saviez encore écrire. Voilà, exactement. Et est-ce que ça valait quelque chose, ce que j'écrivais? Parce qu'à un moment donné, oui, aussi à l'époque, je travaillais sous la direction d'une personne, je ne vais pas trop trahir les choses, mais disons qu'elle était un peu narcissique, manipulatrice. Et un jour, on était en réunion de conseil d'administration et je sors en pleurs de ce conseil d'administration. Et l'épouse de ce directeur me rappelle, on ne va pas rester comme ça, on va aller au restaurant. Et on va au restaurant, tout se passe bien, sauf au dessert. Mais le directeur dit, mais Jean-Luc, pourquoi est-ce que tu écris? Tu sais, ta poésie est nulle. Ça fait mal, horriblement mal, même si on n'écrit pas pour les autres, en général on écrit pour soi. Oui, mais... Alors je me suis dit, mais il a peut-être raison, vous voyez, on se remet en question. Et j'ai envoyé un manuscrit, c'était L'âme Sénos, justement au prix Casterman, qui est un prix, on envoie ça et c'est purement anonyme. Et ils distribuent qu'un seul prix, mais cette fois-ci, ils m'ont donné une mention spéciale. Ce qui veut dire qu'au niveau du jury, il y avait un équilibre et que, bon, ils ont tenu. Alors je me suis dit, quand même, c'est pas mal. Mais depuis, j'ai décidé... Pardon? Oui, même pas. Ils pouvaient le lire, oui. Oui, mais bon, c'est un peu la petite histoire. J'aurais peut-être pas dû parler de ça, mais bon. C'est toujours intéressant de connaître quand même les coulisses de l'écriture. Et vous en avez d'autres, j'espère, en Aujourd'hui, ma gestation. table 2 est presque terminée. Aujourd'hui, ma table 2. Oui. La table, elle a beaucoup à dire. Absolument, oui. Et j'espère qu'elle va me libérer. Oui, exactement, oui. Mais au bon sens du terme. Et c'est un petit peu le même genre? Enfin non, ce sera autre chose, elle va dire autre chose. Elle va dire autre chose, oui, parce que je ne l'ai pas écrit tout à fait au même moment. Mais je crois que je vais terminer après cela. Et puis après, pour l'instant, je ne sais pas. J'ai 2 ou 3 recueils en chantier, mais où l'inspiration n'est pas encore au rendez-vous. Voilà. Oui, je suis très heureux, après 30 années, de ce retour en littérature, et de l'accueil que j'ai eu ici aussi avec l'AEB et d'autres personnes qui ont écrit dans... Aujourd'hui, j'ai reçu la critique du Journal des poètes,
parce que il y a le Journal des poètes a publié une note de lecture que j'ai reçue, oui, voilà, de Jean-Marie Corbusier, qui je crois est le directeur, oui, et qui est pas peut-être mal. la lire, on peut la lire. Lisez-la comme ça. Oui, j'ai peut-être besoin de mes lunettes, on va voir. Au jour le jour, les relations d'un poète avec sa table. Que dit-elle? Que fait-elle aujourd'hui? Elle a toutes les caractéristiques d'un être vivant. Son aspect physique, ses qualités, ses défauts. Elle parle, elle hurle. Se fait présence que l'on ne peut esquiver. Elle prend des couleurs différentes, remonte à son origine, à ses plaisirs, ses colères. Elle fait des confidences. Table qui donne la parole aux mots dont se saisit l'auteur pour en prolonger le sens et le porter ailleurs, le multiplier là où le lecteur est surpris, transporter. Parfois, des mots parasynonymes se rapprochent, qui créent des images qui s'entrecroisent. Écriture stricte, sombre, qui va à l'économie des mots, qui assure au poème sa verticalité. Cette rigueur parle aussi des mots pour décadenasser, recadenasser le mystère. Dans un va-et-vient, comme un échange entre l'auteur et sa table d'écriture. Tout passe par la table, viol du papier, les mots nouveaux, lieu où s'épure son sang, à travers le bois de la table. Elle tient aussi son rôle de monde extérieur, elle-même en dehors de l'auteur. Elle tient donc un double rôle. Elle est l'auteur et pas l'auteur. Ne serait-elle pas aussi une métaphore de la poésie? Dans cette écriture franche qui a ses repères, elle nous conduit toujours quelque part, pèlerin du désir. Mais qui, par le jeu d'assonance et d'allitération, ne se prend pas au sérieux. Il y a toujours un recul par rapport à ce qui est dit. Aujourd'hui, ma table se dit stable. Aujourd'hui, table, ma table. Le lecteur revient toujours à l'essentiel de la vie après des pérégrinations de sens où nous revenons à notre quotidien qui, passé par la poésie, s'est épuré. Je préfère l'ananas au citron vert, l'infusion à l'effusion. Jean-Luc Godard nous parle à en mourir et fait de nous un de ses complices. Donc je trouvais qu'il a aussi, comme vous, compris pas mal de choses et ça fait plaisir parce que quand on écrit d'abord, on est un peu dans sa tour d'ivoire, si j'ose dire. Oui, on aime bien le partager. Et voilà, oui, finalement, oui. L'écho que ça a chez les lecteurs. Oui, tout à fait. Oui. Peut-être que quelqu'un a une question. Je vous en prie, oui. Moi, je me demandais si vous avez pensé aussi au travail à la table que font les comédiens avant de jouer un texte. Moi, c'est parce que spontanément, ça me vient cette image quand vous avez dit à ma table. Oui. Parce que c'est un moment où tout est possible, quoi. Exactement, oui, mais bon, c'est pas exhaustif en fait. Hein. Donc ça peut être dans le deuxième recueil. Dans le troisième tome. Oui, voilà. Mais c'est vrai que toutes les situations, le poète arrive à sa table, même si c'est pas sa table. Aujourd'hui, on écrit un petit peu de façon avec Internet et tous les instruments que l'on a. On arrive et ce jour-là, on est imprégné d'un tel sentiment et cette table, en fait, nous renvoie le poète à lui-même. Et le poète se demande si c'est lui qui parle, si c'est la table qui parle, si c'est l'aimé, la présence de l'aimé qui est là. Tout ça se confond, en fait. Donc c'est une forme, je dirais, d'introspection, involontaire, mais introspection. Et je crois que, oui, c'était Claire-Anne Magnès qui a écrit « Les qualités d'auto-analyse d'aujourd'hui matin m'impressionnent ». Donc c'est un peu ça aussi, l'auto-analyse. Et donc au niveau du théâtre, je regrette beaucoup, mais je n'ai pas... J'ai fait un peu de théâtre, oui, mais en tant qu'amateur.
et des montages poétiques à l'école quand j'étais à l'université, oui. Mais depuis, j'ai complètement abandonné le théâtre. Oui. Donc je penserai à vous. Oui. Il y a un écrivain qui a dit, mais je ne sais plus, je ne retrouve pas, objets inanimés, avez-vous donc une âme? C'est ça. Je ne sais plus qui c'est. Oui. Mais je pense que le poète, en fait, pour un poète, il n'y a rien d'inanimé. Il y a cette vision animiste de l'objet. Donc un objet, en fait, il n'y a pas de banalité pour un poète. Pour un poète, rien n'est banal. L'objet a sa vie propre. À la limite, on peut écrire sur le rien. Exactement, oui. Le rien, c'est tout un programme pour... Oui, aussi. Oui, oui. Et donc, à ce moment-là, le poète, même s'il trouve la vie de l'objet, il cherche aussi un peu à dépasser cela, à parler du futur de l'objet, de son passé, à transfigurer en fait l'objet, à le transcender, si j'ose dire. Donc on n'en reste pas à l'objet lui-même, on essaie de voir quelle est cette promesse de l'objet. Et là, quand j'écris, je n'écris pas pour décrire simplement les choses, j'écris, si ça ne me transporte pas, si ça ne m'éblouit pas, je ne retiens pas. Rentrer peut-être aussi au cœur des choses, comme Oui. Guy Levic. Oui, tout à fait. chercher Oui, mais j'ai toujours beaucoup après. aimé Guy Evic. Oui, très simple, mais au cœur d'une pierre, Oui. au cœur de pénétrer vraiment le cœur des choses. Oui, il m'a écrit un jour que mes poèmes l'intéressaient beaucoup. Donc, c'était Voilà, bien. j'ai bien fait d'en Oui, parler, tout à fait. de Oui. le citer. C'est pas fait exprès. Oui, D'accord. oui. Non, en rester, découvrir. Enfin, le poète, il peut être lyrique, il peut être engagé. Moi, je ne m'appelle pas un poète engagé, pas de politique, pas de poète religieux, rien du tout. Mais on est un peu le découvreur du monde. C'est-à-dire qu'on cherche à trouver les significations. On pourrait dire que le poème est un peu comme un accélérateur de particules. Donc les scientifiques lancent les atomes à une vitesse énorme, il y a une collision des atomes. Moi je dirais que ce n'est pas une collision des atomes, c'est plutôt une union des atomes. D'ailleurs certains scientifiques pensent qu'il y a des atomes crochus, donc les atomes qui s'aiment. Et le poème permet justement de donner tout ce qui gravite autour de l'atome, les électrons, etc. Les scientifiques vont dire une haute énergie. Moi, je vais dire de la chaleur. De la chaleur, les mots qui, parfois, en principe, n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais qui se trouvent eux-mêmes et qui créent quelque chose de nouveau. Un petit peu ça, ma démarche. Mais c'est de l'animisme. Oui, oui, tout à fait. Je suis tout à fait. Oui, oui. Mais c'est de la science aussi, parce qu'on sait que les objets, c'est de l'énergie, des atomes. Oui, tout à fait. Oui, oui. Là, le poète est très animiste, à mon sens. Oui. C'est un peu comme une peinture aussi. On a la peinture abstraite, mais il y a toujours un sens malgré tout. On dit qu'elle est abstraite parce qu'on ne comprend pas tout de suite, mais la poésie, c'est la même chose. Il y a une espèce d'abstraction, et quand on rentre dedans, on comprend. Chaque lecteur peut voir quelque chose de différent. Il y a des choses derrière qui sont cachées. Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de titre, notamment, pour ne pas donner une idée. Les deux premiers vers, c'est parfois oui, un parfois, titre, oui, mais oui, bon, c'est une sorte de titre. Une sorte de titre. Mais Pierre Petit, le peintre Pierre Petit, m'avait demandé de faire des textes. On avait sorti un livre, Elle, et lui détestait donner un titre à ses peintures, parce qu'il disait justement... Voilà, ça donne une piste. Oui, alors que... La peinture, ça oui. doit ouvrir quelque chose à l'intérieur de soi-même. Tout à fait, oui. Oui. Le poète s'ouvre et il aime que les textes ouvrent aussi le lecteur, enfin que le lecteur trouve des dimensions, même que le poète n'a pas placées. Oui, on dit d'ailleurs parfois que chaque lecteur réinvente le poème écrit. Oui, ça c'est l'idéal, oui. C'est l'idéal pour toute œuvre d'art. Oui. Tout à fait. Voilà, si elle ne nous touche pas intimement et qu'elle n'éveille pas en nous un sentiment,
Oui. Voilà. Le rôle de la métaphore, c'est de donner un volume à la réalité. Oui. On vous dit les choses de manière plus poignante que si vous les décrivez scientifiquement ou crûment. Oui, ça donne une autre dimension, en fait. Oui. Tout à Mais fait. ça accroche, c'est plus réel dans le ressenti. Oui. C'est un peu ce qui est paradoxal, c'est que la métaphore qui n'est pas réelle améliore le réel, enfin, si j'ose dire. Oui. Et moi, je me suis dit qu'en fait, vous prolongiez l'énigme du sphinx. Oui, pourquoi L'énigme pas. du sphinx, l'adulte à 2 pieds, Mhm. il vieillit, il en a 3, et vous en avez 4. C'est gentil. La table. Oui, c'est vrai. Hein, oui. Mais bien, magnifique. Bien, merci. Je pense Ben, que, c'est moi voilà, qui vous on va- remercie. Vous Monsieur avez- le Président. Merci. Non, non, merci beaucoup. Vous avez quand même su dire ce que